Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à votre programme, votre passage qui vous oblige bien sûr à nous suivre en ce jour. Vous savez que Dame la pluie est de retour sur différents territoires de la République démocratique du Congo, mais aussi dans l'espace Grand Katanga. Est-ce qu'on peut rentabiliser cette venue de la pluie? Est-ce qu'on peut non seulement se lamenter du fait qu'il y a inondation ça et là, mais utiliser la pluie, utiliser aussi la terre que Dieu nous a donnée comme un, un, un chemin par lequel on peut atteindre le bonheur. Voilà pourquoi, en ce jour, nous allons parler de l'agro-pastoral, mais aussi de l'immobilier. Et pour y arriver, nous avons fait appel à quelqu'un du domaine. Il s'agit de monsieur Mike Momad Kakouji. Voilà, il est directeur général de MIC comme Multisectorial Investment Company, voilà, SARL bien sûr, avec qui nous allons devoir partager, si vous voulez bien, s'il est CEO en des termes les plus récents. Alors, avec lui, nous allons devoir scruter l'agro-pastoral, mais aussi l'immobilier. Monsieur Mike, bonjour, et bienvenue. Monsieur, merci. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Et aussi, d'abord, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la présentation qui puisse être ajouté? Non, je ne pense pas parce que tout a été dit. C'est Monsieur Mike Momad Kakouji. Je suis le gérant statutaire de la société Multisectoral Investment Company. Donc voilà, en des termes très simples et très clairs. Vous êtes aussi croyant? Oui, je suis croyant. Et aussi ancien de l'église quelque part. Ah oui, ah oui. Vous faites comment? Si je suis trop curieux. Ben oui, la part de Dieu. Quand il faut travailler, je travaille. Après, le travail, on va dans l'œuvre de Dieu. Donc voilà, on combine les deux. Sans Dieu, le travail n'existe pas. Et sans le travail, on se rend compte que nul n'a été vraiment fait par Dieu. Or, c'est Dieu qui nous a donné le travail, nous a donné la terre pour que nous puissions la développer et la rendre encore plus attrayante. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que la politique vous dit quelque chose? La politique? Ben oui, c'est vrai. Ah oui. La politique nous dit quelque chose. Vous êtes multisectoriel. Nous sommes dans multisectoral. Voilà, alors très chers téléspectateurs, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Alors, j'ai scruté un peu vos pages. Vous dites quelque part, la RDC a besoin des gens qui travaillent pour la République et non pour l'individu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En tout cas, c'est très curieux ce que vous venez de dire, c'est très important. C'est vrai que la RDC a besoin de gens qui travaillent pour l'intérêt de l'État et non pour l'intérêt individuel. La majorité de gens que nous sommes, quand on nous nomme ministre, député, sénateur, directeur ou voire même président, c'est vrai que au lieu de voir l'intérêt de la République, nous voyons d'abord l'intérêt personnel et l'intérêt de nos poches. Et quand nos poches semblent se remplir, c'est à ce moment-là qu'on commence à voir le miette qu'on peut donner. Or, vous savez très bien, quand vous êtes nommé comme directeur, ou comme, je sais pas, vous avez une tâche de responsabilité qui vous est confiée, même le stylo ne vous appartient pas. Exactement. Vous devez savoir comment est-ce que vous devez utiliser le stylo, comment est-ce que vous faites pour que vous puissiez devoir faire la part des choses entre vos biens et le bien de l'État, par exemple. le bien communautaire, s'il faut le dire. Mais la majorité des gens, vous verrez, même l'ordinateur, il va prendre, il l'amène à la maison pour dire que voilà, je vais commencer à travailler à la maison. Mais or, le travail se fait dans le bureau. Mais malheureusement, il a pris l'État, il a pris le travail, l'institution, il a amené ça dans la maison. Quand on est à la maison, on ne travaille pas. C'est la famille qui prime, c'est la famille qui dérange, c'est la famille qui veut voir tout. Et par après, vous verrez que les choses de l'État ou les choses de l'administration, que ce soit public ou privé, au lieu qu'elle reste à la place où qu'il fallait qu'elle soit, mais elle est maintenant en plein air, en public. Tout le monde commence à voir les véhicules. On ne veut plus maintenant utiliser nos véhicules privés. Nous voulons toujours utiliser les véhicules de l'État parce que l'État va payer ou bien l'institution va payer. Même quand on ne fait pas quelque chose qui... Parfois, on ne veut même pas faire l'entretien. C'est pour cela que je dis, la RDC a besoin de gens qui travaillent pour l'intérêt
les dénominateurs communs de que nous avons tous, c'est la RDC. Qu'est-ce que la RDC a besoin? Voilà. Dans tout ce que je fais, la RDC gagne quoi? Et moi, je gagnerai par après. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai encore fini. Vous dites, un entrepreneur est celui qui satisfait, qui sait identifier les problèmes sociaux et y apporter des solutions. L'entrepreneur, comme nous l'avions dit, un entrepreneur, c'est celui qui sait d'abord voir le problème. Un entrepreneur n'est pas là pour donner seulement des solutions. Il est là pour découvrir le problème afin d'apporter les solutions à tout ce problème. On ne peut jamais être un entrepreneur dans un climat où tout va bien. Mais je vais entreprendre quoi? Il faut que je vois qu'il y a un problème, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est demandé, et c'est qui va me permettre maintenant de trouver des solutions et je vais les proposer à la communauté. La communauté doit maintenant le reprendre et les prendre avec beaucoup plus d'intérêt et nous allons exécuter. C'est comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est vrai, quand vous voyez la dame pluie a déjà fait son entrée et son apparition, mais il y a beaucoup de choses. Il y a les inondations qui se vivent non seulement ici à Lubumbashi, non seulement dans le Haut-Katanga, mais dans toutes les provinces de notre République. Quand nous disons Kinshasa, c'est parce que nous voyons que c'est là où il y a l'État congolais, c'est là où il y a le siège des institutions. Mais quand vous allez dans d'autres provinces, ce n'est pas l'État qui doit commencer à creuser le caniveau. Mais moi qui, devant ma parcelle, je dois maintenant mettre le caniveau. L'autre, chaque voisin. Et si nous mettons des caniveaux, bon, on risquerait d'éradiquer maintenant le problème d'inondation et le problème d'érosion. Mais voilà, moi en tant qu'entrepreneur, je vois cela et je me dis, je dois apporter maintenant des solutions pour que nous puissions pallier et limiter un tout petit peu les inondations. Et voilà, c'est qu'un entrepreneur. Ça, c'était juste pour avoir une petite idée sur Monsieur Mike Moumad Kakoudi. Très chers téléspectateurs, nous allons bientôt parler d'abord de l'agro-pastoral. Comme vous le savez, l'agro-pastoral est un mode de production qui associe l'agriculture et l'élevage de manière complémentaire. Alors, c'est le mot complémentaire qui m'intéresse ici, Monsieur Mike. Comment faire la complémentarité entre l'élevage et l'agriculture? Est-ce que d'abord c'est complémentaire, les deux? Oui, c'est complémentaire parce que on ne peut pas seulement chercher à être dans l'agriculture sans qu'il y ait les élevages. Sans qu'il y ait l'élevage. Non. On ne peut pas être aussi dans l'élevage sans qu'il y ait l'agriculture. Donc, les deux ne peuvent pas marcher séparément. Les deux doivent marcher ensemble et vous verrez que ça va bien aller et nous aurons ce que nous cherchons. Donc, l'agro-pastoral, comme vous venez de le dire, ça nous permet quand même, nous, à comprendre les vrais problèmes. Parce que nous n'avons pas seulement les herbivores dans notre pays. Nous n'avons pas seulement le carnivore dans notre pays. Non. Nous avons les gens qui acceptent de prendre les légumes accompagnés quand même de certaines viandes et de certains accompagnements à ce qui est. Parce qu'on ne peut pas seulement vivre avec les légumes, non. Mais au lieu d'aller chercher ailleurs, nous sommes en train de voir comment est-ce que les Congolais doivent se suffire avec ce que Dieu nous a donné. Parce que Dieu nous a donné en nous bénissant avec ce beau pays. Et c'est une terre très arable, une terre très riche. On n'a même pas envié qui que ce soit. On n'a même pas envié les noms des autres. Mais nous avons seulement à travailler sur notre terre et cela va nous rapporter tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui est nécessaire à notre vie, à notre santé. Voilà. Alors, pourquoi, selon vous, la plupart des gens ne s'intéressent pas à l'agro-pastoral? En fait, j'ai pris le temps aussi de découvrir cela ou d'analyser, de faire quand même le recherche. Je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y a la paresse. Ah, ok. La paresse qui est dans le chef des Congolais que nous sommes. Regarde comment est-ce que le Belge nous ont mal induit. Les Belges. Le Belge. Je parle d'eux. Parce que à l'époque, ce sont eux qui sont partis dans les campagnes chercher les villageois qui viennent travailler dans le mine.
Et nous avons compris que le mine, c'est ce qui faisait vivre un pays. Et c'est ce qui fait de notre République un État. Or, ce n'est pas ça. Et voilà, le Belge, quand ils étaient ici, c'était juste pour travailler dans le mine et chercher à faire étudier quelques enfants qu'ils trouveraient nécessaires pour qu'ils puissent rester et voir prendre le relais de mine dans l'Union minière du Haut-Katanga ou bien du Katanga. Maintenant, malheureusement, le monde est en pleine mutation, le monde évolue. Maintenant, nous, au lieu que nous puissions évoluer avec le monde, nous avons évolué avec le Belge. À un moment après, le Belge nous ont laissés. On ne savait pas à quel sens c'est voué. Et c'est pour ça que nous sommes en retard, s'il faut le dire, pour que nous puissions nous rattraper là où les autres sont, afin que nous devions aussi le dépasser. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous disons, l'agro-pastoral devient maintenant un champ clé, lequel qui doit permettre à un pays, le nôtre, de bien se développer. Pas seulement de se développer dans le domaine X, qui est le mine, mais nous devons nous développer dans tous ces domaines, surtout dans l'agro-pastoral. Parce qu'aujourd'hui, disons-nous, la République démocratique du Congo, elle est dépendante dans le domaine agro-pastoral des autres pays, de nos voisins. Voilà. Mais c'est facile que nos voisins dépendent de nous parce que quand vous prenez, je donne un exemple, le pays comme le Burundi, c'est presque une commune, je peux dire, c'est la commune de la Kenya, par exemple, dire tout un pays. Mais voilà, il y a des choses que nous, Congolais, nous allons prendre au Burundi. Mais tandis qu'eux, ils doivent prendre chez nous. Il y a aussi d'autres choses qu'on ne sait pas. Parfois, je me dis, bon, voilà, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? C'est nous, le peuple, que nous ne voulons pas évoluer avec le monde. Nous voulons rester toujours au bas niveau. Et c'est pour cela que nous laissons le domaine agro-pastoral. Est-ce que c'est pas aussi parce que la plupart des Congolais ne savent pas pertinemment les qualités qui sont attachées à notre sol et notre sous-sol, par exemple, pour se dire, on peut faire, par exemple, l'élevage, on peut faire l'agriculture et ça peut tenir. Bon, dire que la pertinence auprès de la population, non. Aujourd'hui, nous avons vu quand même certaines universités ou certaines institutions académiques ou scolaires, on essaie maintenant de mettre de nouvelles facultés ou des nouvelles options, lesquelles maintenant on instruit à partir de bas âge les enfants. À partir des bas âges, aujourd'hui, quand vous avez un enfant à l'éducation de base, on lui dit maintenant, on lui apprend comment est-ce qu'il faut. Il y a l'étude de l'environnement, il y a la protection environnementale, il y a des cours maintenant. Il y a même la faculté de l'agronomie. Voilà, aujourd'hui, nous avons maintenant la faculté de l'agronomie, non sellement l'université de Lubumbashi, il y a même les universités privées qui naissent aujourd'hui et qui ont inséré le programme de l'agro-pastoral ou de l'agronomie plutôt dans leur programme. Donc, c'est à nous de s'intéresser parce que nous connaissons que demain, le mine peut ne pas marcher, mais l'agro-pastoral ou l'agronomie ne va jamais se terminer. Là, c'est jusqu'à la fin, parce que tout le monde mange. Si tu me dis aujourd'hui tu ne manges pas la viande rouge, tu vas manger la viande blanche. Voilà. Si tu me dis tu ne manges pas la viande blanche, mais tu pourras manger les légumes. Donc, ces légumes ne viennent pas d'ailleurs, ça peut venir toujours avec notre terre que nous avons. Et surtout, nous sommes très bénis. Nous pouvons quand même, au lieu de faire la culture que les Occidentaux, les Asiatiques nous amènent, nous pouvons le faire avec notre terre qui est déjà disponible. Parce que les autres amènent où il y a les OGR qui sont maintenant beaucoup plus utilisés et ça a des effets négatifs sur la santé humaine. Mais par contre, étant quelqu'un qui est bien instruit, je peux quand même dire, voilà, aujourd'hui sur ma parcelle, je peux prendre 10 sur 10 et je cultive le matembele, les armarondes, les feuilles de manioc et je mange bio. Mais aujourd'hui, pour manger bio, ça devient un sérieux problème et on ne sait plus maintenant manger bio. Et nous avons des sérieux problèmes de santé. Tu vois, quelqu'un il te dit, bon, il a maintenant telle maladie, bon, voilà. Voilà, en des termes clairs, l'agro-pastoral veut simplement parler de l'élevage, mais aussi de l'agriculture. Voilà, donc l'agriculture
Quand on parle d'agriculture, on voit la culture de tout ce qui est consommable, notamment le maïs. Ici chez nous, par exemple, il y a le maïs et le manioc qui sont les aliments de base qui doivent être cultivés par non seulement la RDC ou encore le gouvernement de la RDC, même les humains aujourd'hui, les particuliers ont la possibilité de le faire. Oui, ce qui est vrai que d'ailleurs c'est ce que j'allais même répondre à cette question aussi de cette façon. Chez nous, c'est pour ça que nous ne voulons pas tellement être ancrés dans une même culture. Nous voulons maintenant diversifier parce que quand vous voyez aujourd'hui, la majorité des gens, c'est quand la pluie commence, on se dit non voilà, je vais aller au champ. Non, nous les champs, c'est pas synonyme de l'arrivée de la pluie. Non, non. Nous voulons maintenant diversifier maintenant la culture. Au lieu de rester dans une culture monotonie, nous voulons maintenant aller dans une culture où rien que la diversité maintenant des produits qui est donnée et où on donne maintenant, on se dit bon voilà, là on peut donner, je prends par exemple, il y a les pastèques, il y a et tout ça est cultivable ici chez nous. Oui. Pastèques, orange, melon, orange, pomme et tout le fruit que vous voyez, même le fruit que nous disons, le fruit qui ne pousse que en Europe, possibilité par exemple, de le faire. Quel fruit? Il y a le melon, les kiwis. Les kiwis, voilà. Les gens disent toujours, non, voilà, ça, on importe toujours. Mais nous, étant Congolais, notre terre est tellement riche, lequel que nous pouvons utiliser avec toutes les sortes de fruits que nous avons. Ça peut se produire ici, ça peut se cultiver ici. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense, j'ai dit l'autre fois, d'ici 2026, nous allons essayer d'abord de nous marquer avec un produit. Je ne sais pas les citer maintenant. Quand nous allons maintenant le produire, nous vous appellerons pour que vous puissiez voir ce que nous avons produit. La culture de maïs, c'est vrai qu'elle est devenue maintenant monotone maintenant. Voilà, presque tout le monde. Et puis, on sait très bien où aller vendre cela. On ne sait plus maintenant donner ça à la population. Mais quand vous entrez dans les campagnes ou dans les villages, il y a toujours les maïs de 2025, 2024, 2019 qui traînent encore ou qui chôment encore. Bon, nous ici, on veut quand même diversifier les choses afin de permettre à ce que, comme la ville de Lubumbashi, elle est cosmopolite, voilà, et que tout le monde qui se retrouve dans l'alimentation qui leur a été présentée. Voilà, donc l'alimentation, c'est l'un des leviers primordial ou primordiaux de la société humaine. Il faudra se le dire, un ventre affamé, un point d'oreille. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre expérience personnelle dans l'agriculture, par exemple? Qu'est-ce que vous faites, vous, personnellement? Je pense que, je l'ai dit, nous, personnellement, nous sommes en train de vouloir mettre notre produit ici à Lubumbashi, parce qu'à Kinshasa, nous sommes en train de vouloir encadrer avec quelques femmes et quelques personnes qui sont dans le domaine agricole. Et là, nous sommes en train de créer la chaîne de production. Donc, il y a le maillon, la chaîne de production et la transformation. Parce qu'on ne veut pas seulement cultiver et rester seulement... Non. On veut cultiver. Quand vous terminez la culture, vous produisez et on sait prendre on peut quand même transformer la production agricole en une matière première, laquelle ou matière finie qui va nous permettre, nous, de ne pas avoir à nous inquiéter ou bien à chercher à prendre toujours à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses, beaucoup. Quand vous voyez, quand je l'ai dit aussi aujourd'hui, la ville de Lubumbashi, elle est cosmopolite. Quand vous entrez au centre-ville, beaucoup plus ce sont des Chinois, des Asiatiques. Mais ces gens-là vous mangent le piment, vous n'avez pas l'idée. Ah oui. Alors, ils ne savent pas où trouver le piment. Le piment. Or, nous sommes en train de vouloir créer quelque chose, une production, laquelle qui ne va pas s'étarir, qui ne va pas vraiment se finir, ou ça sera vraiment permanente. Donc, le piment, s'ils ont besoin de trouver le piment, ils doivent venir chez nous. Voilà. Ils savent déjà qu'il y a le piment de toutes sortes de qualités. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons le piment maintenant liquide qui vient de Goma. Mais au lieu que ça vienne de Goma, nous allons produire ici.
Et nous allons maintenant voir comment, avec l'appui et l'accord des institutions habilitées, comment nous allons exporter maintenant nos produits. Non seulement le piment, aujourd'hui, la pastèque, elle ne doit pas toujours venir de la Zambie. Mais nous sommes là capables de le produire. Nous sommes en train de voir comment produire ce fruit-là pour que les gens ne puissent pas aller se trouver les choses ailleurs. Non, non. Aujourd'hui, les enfants, pour manger le fruit, on se dit, non, il faut toujours attendre dans la pluie et on mange toujours les fruits saisonniers. C'est-à-dire, c'est la mangue et les avocats. Non. Il doit manger la pomme, il doit manger la pastèque, il doit manger les kiwis, il doit manger le melon. Nous devons quand même mettre tout cela au lieu que le blanc vienne nous instruire qu'il faut manger le... Non, non. Aujourd'hui, nous savons produire tout cela ici localement au Lubumbashi. Aujourd'hui, on sait produire tout cela. Vous avez cité un mot qui est d'actualité actuellement dans plusieurs bouches. Ouais. C'est la biodiversité. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre biodiversité et agropastoral? Est-ce qu'il y a des liens entre ces mots-là, ces substantifs? Oui, le lien, il existe parce qu'il y a un lien. La biodiversité, c'est pour permettre à ce que nous puissions aussi, d'après nous, ce que nous sommes en train d'utiliser, c'est pour ne pas rester dans un seul domaine, mais nous puissions quand même mélanger. Et aussi, ne pas utiliser toujours les OGR. Parce que quand vous êtes dans la biodiversité, nous utilisons les choses qui sont naturelles, qui permettent à ce que la production des légumes ne soit pas tellement infectée avec les engrais chimiques. Ou le chimie ne doit pas primer sur ce que nous sommes en train de produire. Parce qu'il y a danger à trop consommer ce qui est chimique. On ne sait même pas à quelle hauteur ou quel pourcentage cela a été fait pour permettre à ce que moi, je puisse l'éliminer avant la consommation. Parce que c'est vrai, je peux l'utiliser, je peux mettre, et qu'il y a maintenant des choses poussent, c'est fini. Mais quel pourcentage que ça prend quand l'homme va consommer? C'est ce que nous sommes en train de dire. La biodiversité, c'est pour permettre à ce que nous ne puissions pas utiliser beaucoup plus des engrais chimiques, mais nous puissions utiliser les engrais naturels qui sont aussi normaux. Les engrais naturels qui sont vraiment dans la normalité des choses. Voilà l'objectif également de Monsieur Mike Momad Kapoudi que nous recevons dans cette émission pour en savoir plus sur l'agro-pastoral, mais aussi l'immobilier. Lui qui est CEO, on le dira ainsi, de Multisectorial Investment Company. Et d'ailleurs, vous voyez... il y a un brevet de mérite, voilà, dans le secteur. Il y a d'ailleurs le brevet de meilleure entreprise dans la logistique et l'immobilier, Multisectorial Investment Company, SARL. Félicitations à vous pour ce brevet dont on n'avait pas fait allusion dès l'entame de ce programme. Il y a aussi une autre approche qui est celle de valoriser des espaces naturels par le pâturage. Dans certaines attributions de l'agro-pastoral, il y a comment on peut valoriser des espaces naturels par le pâturage quand on parle vraiment de l'agro-pastoral. Merci beaucoup. La valorisation des espaces, entre guillemets, des espaces non utilisables, c'est vraiment trop simple. C'est pour cela que c'est que nous sommes en train de faire. Okay. Quand vous prenez aujourd'hui le vol quittant le Lubumbashi pour aller je ne sais où, essayez de regarder par la fenêtre, vous verrez que la ville n'est pas utilisée. Où la terre et l'espace congolais est vraiment vide, rempli que des arbres sauvages. C'est vrai, on ne peut pas aussi abattre tous ces arbres, mais nous pouvons aussi les valoriser. C'est en mettant les arbres fruitiers, en mettant le chose des valeurs, lequel qui va nous permettre, non seulement dans l'environnement, mais aussi dans la santé et aussi en économie.
Parce que tout cela, tout ce que nous sommes en train de faire, ça a d'impact à certains niveaux ou dans certains domaines. C'est vrai, dans les domaines sanitaires, nous nous retrouvons dans l'environnement. On ne va plus maintenant connaître les sérieux problèmes des catastrophes naturelles. Il y a aussi le problème environnemental qui sont réglés. Il y a le problème aussi de l'alimentation que nous allons régler. Il y a le problème aussi économique parce que quand nous produisons, nous vendons, il y a l'impôt, les taxes que nous payons à l'État et voilà, les gens se retrouvent parce que voilà, nous développons notre pays. Nous amenons aussi un petit développement à notre niveau dans notre pays. Au lieu de laisser, parce qu'il y a de ce espaces vides, voilà, ça, on a laissé des espaces vides. Il y a quelqu'un qui va te dire qu'il a 12 000 hectares, mais il n'exploite pas. Il est là, mais logiquement, naturellement, il a 12 000 hectares. Mais qui fait quoi? C'est pour loger les serpents? Non, on ne sait pas. Mais nous, on veut quand même, tu as 15 sur 15, tu produis, tu exploites sur le 15 sur 15 et l'espace t'est rentable dans tous les domaines ou dans tous les secteurs. Que ce soit dans le secteur économique, tu as quand même des moyens. Dans le secteur environnemental, ça te permet quand même de vivre, de respirer de l'air frais au lieu de chercher toujours à être dans un endroit où l'air est même pollué. Donc, voilà ce que nous sommes en train de vouloir mettre pour la valorisation de tout l'espace de notre pays. Chers téléspectateurs, voilà, donc c'est pour vous dire que l'agro-pastoral, ce n'est pas simplement pour que vous puissiez manger, pour que vous puissiez boire, pour que vous puissiez être en bonne santé, mais c'est aussi une façon pour vous de valoriser les espaces. Parce que vous imaginez, faites un petit déplacement, encore un voyage vers Kolwezi ou encore Likasi, vous allez vous rendre compte qu'il y a des grands espaces qui sont inoccupés, inexploités, où règnent simplement des arbres sauvages, où on peut facilement planter des orangers, des mandariniers, des pommiers, des bananiers, voilà, tout ce qui peut être utile à l'homme. C'est vrai dans le temps ou encore même aujourd'hui, on va chercher il y a des fruits sauvages qu'on va chercher, qu'on appelle par exemple les masuku ou encore c'est qu'il y a un peu le cocon un peu dur là, qui sont gaulés par exemple. On va aller chercher ça dans ces espaces-là, mais n'empêche qu'à côté du Kisongolais, il y ait un manguier, il y ait un oranger, il y ait un arbre qui puisse produire des kiwis. De valoriser toujours le même arbre qui produit les Kisongolais, que nous puissions le mettre maintenant en ordre et que nous puissions produire. Officiellement. Aujourd'hui, ça devient rare. Exactement. On trouve que après que Dame la pluie puisse partir, nous on se dit, ah voilà, on peut le trouver là-bas, mais c'est facile de le mettre dans une bonne culture, dans un bon espace. Ça nous produit peut-être 2 fois l'an, et nous savons quand même faire. Et pourquoi ne pas produire par exemple le jus de Kisongolais? Voilà. Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de fruits qui sont comme ça inexploités. C'est ça. Mais les Asiatiques, les Chinois, quand ils le disent, eux ils produisent tout. Parfois, ils viennent seulement, ils prennent le goût, ils mettent, mais ce n'est pas des jus naturels. Mais nous sommes capables de le faire naturellement et sans interface, sans interruption ou sans interférence. Mais avec notre espace que nous avons. Mais le mal, c'est que tout le monde a pris les espaces, les grands espaces, il a mis ça dans sa poche parce qu'il a ses papiers dans sa poche, il nous laisse maintenant la brousse. Et on crée maintenant le banditisme, on crée maintenant les endroits où les gens peuvent violer les femmes et autres, parce qu'on ne sait plus entrer dans cet espace vide. Il y a aussi une autre approche qui est celle qui vise une meilleure gestion des ressources et une plus grande résilience dans les zones où les conditions climatiques ou reliefs sont contraignants. Comment l'utilisation des espaces ou encore l'agro-pastoral peut être influent plutôt dans la gestion des ressources. Oui, ce qui est vrai que dans la gestion des ressources naturelles et la gestion des ressources environnementales, l'agro-pastoral joue un rôle influent.
Comment? C'est-à-dire, je prends par exemple, nous sommes ici. C'est vrai que la brousse qui est à 50 km produit le gaz à effet de serre, nous ne savons pas parfois utiliser parce que avant qu'on arrive à cette brousse, il y a des entreprises minières qui nous entourent. Et ces entreprises, avec avec ce qu'ils utilisent comme produit, ça pollue l'environnement. Et nous ici, nous sommes encerclés. Nous ne savons plus maintenant vivre dans un bon environnement sans qu'il y ait danger. Or, le danger est permanent. C'est pour cela que nous pouvons aller là-bas ou chercher à mettre maintenant la propriété de l'ordre et mettre l'agro-pastoral autour de nous parce que ça nous produit tout ce dont nous avons besoin, que ce soit le gaz, que ce soit la santé et autres. Ça nous produit parce que nous serons là, nous allons respirer de l'air frais. De l'air frais et sans qu'il y ait quoi que ce soit. Et quand nous serons sur place, c'est pour mettre maintenant le norme standard sur l'environnement. Mais aujourd'hui, ce sont des choses. Regarde bien ceux qui sont dans le campagne, dans les villages. Ils semblent être en bonne santé. Ils ne vieillissent pas. Exactement. Parce que, et ils respirent bio. L'air frais, voilà. Ils sont dans les bio. Mais tandis que nous qui sommes, entre guillemets, le citadin au centre-ville, nous sommes vraiment attaqués par beaucoup de choses parce que l'air que nous respirons, que nous avons, il n'est pas bon, il n'est pas sain. Il est infecté par les engrais chimiques, par les choses que X, Y de mine, il est en train de produire et nous sommes en train maintenant de respirer cet air et nous avons des taches pulmonaires, nous avons des maladies aujourd'hui, on ne sait plus maintenant dire c'est quelle maladie, mais voilà, on est là. Et c'est pour cela qu'avec l'agro-pastoral, c'est facile, rééquilibrer les choses. On peut rééquilibrer et on peut maintenant stabiliser un tout petit peu les choses à tous ces niveaux que nous venons de citer. Très chers téléspectateurs, est-ce que ce n'est pas compréhensible? Est-ce que vous ne comprenez pas la quintessence aujourd'hui d'aller dans l'agro-pastoral? Surtout, par exemple, ceux qui sont à Kinshasa, je vous dis qu'à Kinshasa, il n'y a pas assez d'arbres aujourd'hui. La ville de Kinshasa est sous une forte pression parce que exactement, tout le monde risque un jour d'être asphyxié. Et il fait tellement chaud et cette ambiance est créée par l'absence des arbres. L'absence des arbres. L'absence d'arbres, voilà. Parce que l'espace que nous les avons maintenant utilisés pour mettre les bâtisses. Les bâtiments, nous voulons bien avoir. Ils sont allés en hauteur, tout ça. À cet espace, tu peux mettre un arbre qui va t'aider toi-même, non seulement pour avoir le fruit, mais ça va t'aider dans l'environnement, ça va t'aider dans la santé, ça va t'aider aussi à avoir de l'air fraîche ou de l'air frais plutôt. Donc, c'est comme ça. Mais dommage qu'à Kinshasa, il y a déjà des sérieux problèmes. Espérons qu'avec les nouveaux quartiers que j'ai vus, le chef est en train de construire, qu'il y aura quand même le respect des normes urbanistiques. Et ici, nous, dans d'autres provinces, nous avons de la chance parce que nous avons un espace qui est encore vide et qui est encore inoccupé. Donc, c'est facile qu'on puisse dire, nous pouvons maintenant planter et réimplanter encore les arbres là où nous sommes. Si on abat les arbres sauvages, nous pouvons mettre les arbres qui nous sont vraiment bénéfiques, non seulement dans la santé, mais aussi dans l'alimentation et dans notre quotidien. C'est comme si on a beaucoup plus parlé de l'agriculture que de l'élevage. Ben, non seulement l'agriculture, parce que l'arbre ne protège pas seulement l'homme ou la santé humaine, même les animaux, pour qu'ils puissent bien se ressourcer, qu'ils puissent bien manger. Il faut qu'il y ait toujours les herbes sauvages. Parce que eux, il y a ceux-là qui mangent les herbes sauvages. Quand vous élevez, je prends par exemple, tous ceux qui font l'élevage des poules. À un moment après, on va te dire, non, j'ai stoppé maintenant avec les OGR, je veux maintenant les laisser pour qu'ils puissent manger maintenant les herbes maintenant naturelles. C'est vrai, c'est pour que nous puissions aussi, et qu'ils puissent aussi se retrouver. Parce que l'environnement ou la nature est aussi bénéfique, non seulement pour l'homme, mais aussi pour toute espèce que nous avons sur la Terre. Et l'animal, il est très important à côté de l'homme?
aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, l'animal est très important. Il y a des animaux de compagnie, donc les compagnons que nous avons comme animal. Il y a aussi l'animal, les animaux que nous devons aussi utiliser comme viande. Parce que Dieu nous a donné tout. Nous devons. Et on ne doit pas seulement manger les feuilles, mais nous pouvons aussi manger le poisson. Les poissons. Nous pouvons aussi manger le bétail que nous pouvons. Il y a ceux qui et mangent aujourd'hui, le l'élevage ne concerne pas seulement les animaux, non, même la non. pisciculture. Même la pisciculture. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sortes de poissons qu'on n'a même jamais mangé, qu'on n'a même jamais vu ici à Lubumbashi. Mais quand nous voyons dans nos lacs et dans nos rivières, il y a ce poisson-là et qui sont bénéfiques. Aujourd'hui, quand vous avez un enfant qui a un problème de calcium ou de force, on va vous dire, un moment après, il faut toujours lui faire manger les poissons, les arêtes là-bas. Il faut qu'il mange trop. Or, c'est bénéfique. Vous voyez que l'homme est indissociable de l'environnement et de l'agriculture et aussi de l'élevage. Donc, tout ce que nous sommes en train de mettre, c'est pour permettre à ce que l'homme puisse vivre comme Dieu l'a prévu. L'homme doit vivre comme Dieu l'a prévu, comme Dieu l'a destiné. C'est ainsi que dans la Bible, quand vous y allez, il y a le champ, il y a l'élevage, il y a la pisciculture qui sont vraiment mises en évidence afin que l'homme puisse vivre dans ces belles conditions, ou encore dans ces bonnes conditions où Dieu l'a destiné. Alors, nous sommes en train de cheminer vraiment vers la fin de ce programme de ce jour. Est-ce qu'on peut dire que l'agro-pastoral est un vecteur du développement social? Oui, en tout cas, je le confirme. L'agro-pastoral est un vecteur du développement social. Comment? Je m'explique. Comme je l'ai dit au début, c'est vrai que les Belges nous ont induit en erreur en nous disant que le développement ne se passe que dans le mine. Aujourd'hui, le mine n'est plus maintenant notre clé de développement, mais l'agro-pastoral devient maintenant la clé. Comment? C'est-à-dire, au lieu que je puisse importer les légumes ailleurs, mais je peux produire les légumes ici et je peux vous vendre. Je peux avoir un espace qui n'est pas utilisé, mais moi, je les développe maintenant avec l'agriculture et voilà, je peux développer. Il y a des pays où on n'a même pas vraiment une tonne ou un gramme de quoi que ce soit comme minerai, comme fer, comme je ne sais pas quoi, diamant, or, non. Mais eux, ils se développent dans l'agriculture. Ils disent que l'agriculture est la meilleure clé du développement. C'est vrai parce que tout le monde doit manger. Aujourd'hui, si je peux le dire, même si tu disais tu ne manges pas aujourd'hui, demain tu vas toujours manger. Ce que tu manges provient d'où? Provient de la terre. Et nous devons nous produire pour que toi tu puisses manger. Tout ce que tu as, que ça soit quoi, même le coton, même le vêtement que nous sommes en train de porter. Mais nous pouvons cultiver les cotons. C'est vrai qu'on peut dire, bon, on ne veut pas maintenant cultiver, faire la culture des choses mangeables, mais on peut faire la culture des choses que nous avons besoin. Les cotons nous aident vraiment à faire beaucoup de choses et à avoir quand même quelque chose. Les habits. Aujourd'hui, nous n'avons pas des industries textiles. Pourquoi? Parce que les cultivateurs de coton ne se font plus voir. Ils sont effacés dans la nature congolaise. Il y a aussi les caoutchoucs. On pouvait aussi le faire. Mais voilà. Les gens, quand on parle de l'agriculture, on voit toujours, non, je vais cultiver le maïs. Je vais faire le manioc. Je vais faire les patates. Non. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire et ça te permet du café, il y a du café, il y a le cacao. Donc aujourd'hui, si je prends l'exemple, la Côte d'Ivoire devient le premier pays producteur de tels, mais au moment où nous sommes là le premier avec un espace plus vaste, plus que même la Côte d'Ivoire, très vaste, plus que même certains pays, plus que même la France, plus. Mais nous ne voulons pas faire cela. Nous sommes toujours braqués sur les mines. Sur le mine et la politique. La politique. Voilà. Alors, nous sommes vraiment à la fin. On n'a pas pu brosser sur l'immobilier. Mais je voudrais que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous faites dans l'immobilier brièvement avant qu'on clôture cette émission de ce jour. En tout cas, nous, l'immobilier est maintenant été, c'est parce que je le dis maintenant au passé, était le point phare de cette entreprise.
nous sommes en train de voir comment décongestionner la ville de Lubumbashi afin de permettre à tout Congolais d'avoir un chez-soi. C'est-à-dire, au bas niveau, nous essayons d'avoir le terrain ou la concession. Nous allons au service habilité pour qu'ils puissent nous produire des études qu'il faut afin d'avoir un lotissement bien identifié et bien loti. Et une fois que cela est fait, nous restons maintenant dans la gestion de la concession. Nous acceptons que les Congolais viennent payer de parcelles cash ou par tranche et selon les dimensions qui nous est données par le service habilité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne voulons pas que, à l'époque, c'est vrai que quand on te tamponne, non, on t'annonce à Nyomba pas poste. Oh, non. Mais la ville est devenue maintenant saturée, confinée, mais nous sommes en train de chercher à créer encore la vie là où il n'y avait pas la vie. La vie autour de la ville. Donc, la ville de Lubumbashi a besoin d'une autre ville ou d'une autre cité qui lui sera favorable afin de décongestionner, de mettre, d'éjecter d'autres habitants, d'aller là-bas pour que la ville de Lubumbashi reste tellement une ville commerciale et la ville résidentielle, nous pouvons la mettre tout autour de la ville. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire et nous sommes dans la vente des parcelles et au-delà de la vente de parcelles, nous voulons aussi accompagner ceux qui le veulent bien parce que nos banques n'accompagnent pas tellement les entrepreneurs. Nous voulons maintenant que nous, quand quelqu'un finit le paiement de la parcelle, nous pouvons lui accompagner avec ses moyens de bord ou ses faibles moyens dans la construction de son immeuble ou bien de sa maison. Voilà ce que nous sommes en train de faire, où nous avons déjà présenté 2 sites ici à Lubumbashi. Il y a Orembo 1, Orembo 2. Il y a celle qui est sur axe route Kasenga et l'autre qui est sur la route Kinsevere au niveau de 45e poteau. Voilà. Alors, avant de clôturer totalement, je voudrais peut-être vous poser l'action de savoir est-ce que l'État congolais vous vient en aide ou encore au secours. Mais je pense que vous pouvez résumer tout ça dans un message que vous allez lancer d'abord à nos téléspectateurs pour les appeler à revenir aux vraies valeurs de la vie pour ainsi entamer le processus du développement social dans notre pays, mais aussi lancer un message à tout le monde, mais aussi à l'État congolais avant qu'on puisse nous dire au revoir. Merci beaucoup. D'abord, pour répondre à votre question, l'État congolais ne nous vient pas en aide. Ça, c'est clair et net, parce que nous sommes en train de voir peut-être demain ou après-demain. Il nous sera et il nous viendra et nous allons toujours. Nous espérons. Nous espérons. Nos portes sont ouvertes pour que l'État nous vienne. En tant qu'entrepreneur, pas en tant qu'individu. Alors, ce que nous pouvons dire, surtout à nos concitoyens et à nos compatriotes, c'est que nous devons aussi avoir un œil du développement, c'est-à-dire au lieu de rester toujours braqué sur les 2 aspects que nous avons cités, le mine et la politique, nous pouvons voir comment développer notre pays dans l'agriculture, au-delà de la politique, au-delà de mine. Et quand nous développons cela, c'est-à-dire nous allons apporter 2 ou 3 petites choses dans notre pays, lesquelles que les gens ne vont plus maintenant quitter pour aller à l'extérieur. Nous allons limiter comment nous appelons, les flux migratoires, où les gens, au lieu d'aller chercher le travail ailleurs, il va rester parce qu'il y a du travail toujours là où il est. Donc, nous allons cultiver, nous allons faire des choses, lesquelles qui va nous aider à faire appel aux investisseurs, aux gens qui viennent aussi payer, aux commerçants, qui doivent quitter le point A vers le point B, prendre le produit du point A vers le produit du point B et du point B vers le produit du point vers le point A. Donc voilà ce que nous pouvons faire. Et aussi, c'est pour permettre et appeler la population aussi à ne pas toujours se focaliser sur la ville, parce que la ville elle est saturée, mais nous pouvons créer la ville ailleurs. Quand nous voyons Cape Town, comment est-ce qu'elle s'est créée, aujourd'hui nous parlons de Cape Town comme province, comme ville. C'était 3 familles qui ont dit, moi je ne veux plus rester en ville, je veux aller, et tout le monde est parti et tout le monde a commencé à les suivre. Si aujourd'hui ça devient toi qui me suis là-bas,
qui dit, voilà, je peux aller là-bas où il y a Oudembo, je peux construire et je reste là-bas. Moi aussi, je peux te suivre. Lui, il va me suivre et tout le monde, nous allons créer la vie là-bas et nous allons construire notre cité où il fera beau vivre, comme le dit dans notre hymne national, que nous allons léguer à notre postérité. Voilà, notre postérité a au moins ce sur quoi se baser pour continuer à mieux vivre sur cette terre. Nous avons parlé de l'agro-pastoral ici comme une manière complémentaire à valoriser des espaces naturels par le pâturage, mais aussi comme meilleur moyen de gestion des ressources et aussi une plus grande résilience dans les zones où les conditions climatiques ou relief sont vraiment contraignants. Voilà, donc l'agro-pastoral est très capital pour ces jours, pour notre génération, afin de connaître le développement de notre pays, de notre nation, de notre province, de notre ville, de notre village, de notre quartier. Voilà, donc vous avez l'opportunité de le faire. Même chez vous, à la maison, vous pouvez créer un petit jardin, en commençant par là, bien sûr. Vous pouvez acheter des concessions, vous pouvez acheter des parcelles pour ainsi faire de l'agro-pastoral. Merci beaucoup, Monsieur Mike, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de participer à ce plateau, à cette émission, et je vous dis merci. Merci beaucoup. Nous l'avons reçu en tant que directeur général du MIC. MIC qui est multisectorial, Investment Compagnie basée dans l'immobilier, mais aussi dans l'agro-pastoral et quelque chose à venir que vous allez découvrir dans les prochains jours, bien sûr. Nous vous remercions pour l'attention soutenue. Merci à ma réalisatrice en diamant. Il s'agit de Rosie Moadi. Je vous retrouve à la prochaine.